Avons-nous perdu le contrôle de ce que nous mangeons? Avalons-nous n'importe quoi? Et ce n'importe quoi est-il vraiment produit n'importe où et n'importe comment? Avec 8 initiatives fédérales en l'espace de quelques années, le contenu de nos assiettes est en train de devenir un sujet politique, un sujet sociétal majeur. Le 23 septembre prochain, vous prononcerez sur 2 de ces 8 objets. L'initiative des Verts, d'abord pour des aliments équitables, et puis l'initiative d'Unitaire pour la souveraineté alimentaire. 2 textes, vous l'avez peut-être revu si vous suivez l'actualité, vendredi, qui cartonnent déjà dans les sondages à 5 semaines à peu près de la votation. On le verra tout à l'heure. Le sujet passionne, alors y a-t-il vraiment un os dans nos assiettes? C'est le débat d'Infrarouge ce soir. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de débat d'actualité sur la RTS avec vos commentaires. Vous connaissez un peu la chanson maintenant sur Facebook, sur Twitter, hashtag RTS Infrarouge. Et nos invités de ce soir que je vous présente. Jean-Hugues Busslinger, directeur de la politique générale du centre patronal. Il balaye l'initiative des Verts et celle d'Unitaire d'un même revers. Céline Vara, vice-présidente des Verts suisses. Elle fait campagne pour le texte de son parti mais défend aussi celui d'Unitaire. Benoît Jeunecamp, conseiller national PLR Genevois, il se bat contre les 2 initiatives qu'il considère toutes 2 inutiles, maladroites et en gros protectionnistes. Fernand Cuche, enfin ancien conseiller d'État vert neuchâtelois, ancien secrétaire général d'Unitaire. Il défend les 2 initiatives pour en finir avec l'agriculture productiviste et intensive. Et puis, Knut Schwander, responsable de Goemio en Suisse romande, journaliste, il nous rejoindra en deuxième partie d'émission pour disséquer, voire pour dépioter ce phénomène de société qui est devenu le contenu de nos assiettes. Et Stéphane Montangero, secrétaire général de la Fédération Fourchette Verte Suisse. On le retrouvera aussi tout à l'heure. Il se réjouit, lui, évidemment, de voir que la matière culinaire redevient un sujet central. Merci à tous d'être avec nous. On va donc parler avec nos 2 invités qui sont dans le public pour l'instant de cet incroyable phénomène de société. Ce sera tout à l'heure. Pour l'instant, il y a des objets politiques très précis qui sont soumis à votre vote, à votre sagacité. Ce sera le 23 septembre. 2 initiatives, donc 2 textes différents. On va les traiter différemment ce soir dans cette même émission. Mais 2 textes, je l'ai dit avant, qui cartonnent déjà dans les sondages. On n'a à peu près jamais vu ça, je crois, de mémoire de sondeurs. On va voir les chiffres. On est à 5 semaines du vote, certes, mais l'initiative pour des aliments équitables recueille au niveau suisse 78% d'opinions favorables à ce stade, 75% pour l'initiative pour la souveraineté alimentaire. Et puis alors, du côté de la Suisse romande, ça, c'est quasiment stalinien. Initiative pour des aliments équitables, 89%, et 89% aussi pour l'initiative pour la souveraineté alimentaire. Alors ok, certes, on est à 5 semaines du vote, les initiatives ont toujours bonne presse à 5 semaines du vote, mais là, Fernand Cuche, on a l'impression que vous avez déjà gagné, quoi. Non, vous me prenez de court, non, c'est pas encore acquis, hein. Mais c'est révélateur de ce que je ressens à la fois dans les campagnes, c'est un peu plus sourd, c'est un peu moins dit, et aussi dans les villes. Depuis un certain nombre d'années, il y a une inquiétude qui monte, qui grandit concernant la qualité de l'alimentation, concernant l'avenir de la paysannerie de proximité et surtout aussi, notamment avec le réchauffement climatique, le fait de savoir demain comment on va nourrir sa population. Et je crois que ces 2 textes, mis ensemble par l'autorité fédérale, hein, ce n'est pas nous qui avons décidé, se complètent et répondent en partie à cette interrogation. C'est d'autant plus enthousiasmant que nous sommes dans un pays qui a les moyens d'aller jusqu'à la fin de la transition de sa politique agricole qu'il a commencé au début des années 90, nous sommes là, et ce sera un peu le même phénomène qu'avec la transition vers des énergies renouvelables que nous avons vécues il y a 1 année, voire 2 ans. Benoît Jeunecamp va parler précisément des initiatives, mais vous l'entendez, cette petite musique des ventres suisses qui se révoltent contre certaines dérives probablement de l'agroalimentaire, la malbouffe? Alors, oui, je l'entends. Je pense que le succès dans le sondage est dû au fait que la thématique est effectivement très présente dans les esprits des gens. Je ne conteste pas d'ailleurs que certaines des thématiques qui sont évoquées par les 2 initiatives sont tout à fait pertinentes. Le propos que nous allons essayer de tenir du côté de ceux qui les trouvent inadéquates, ce n'est pas de dire que plutôt que bonne nourriture, on devrait préférer junk food. Ce n'est pas de dire que plutôt que nourriture équitable, on devrait préférer une nourriture inéquitable. Et c'est certainement pas de dire que plutôt que de paysans heureux, on devrait préférer paysans malheureux. Mais vous voulez arriver au même résultat, mais autrement. Non, mais c'est simplement de dire aux gens qui nous écoutent et puis qui vont voter, lisons ces textes, regardons quelle est la problématique posée et regardons si les réponses apportées à ces textes, à cette problématique par ces textes, améliorent la situation ou est-ce qu'elles la détériorent. Ma position, je donne tout de suite la parole à Fernand Cuche, ma position c'est
Oui, il y a une problématique, mais ce qu'on est en train de nous proposer ici, en fait, n'amène pas de solution. Au contraire, va en partie faire empirer la situation et en tout cas pas profiter aux consommateurs. Rapidement, Fernand Cuche, et puis on va voir de quoi on parle ensuite précisément. On va revenir sur les textes. Mais du point de vue de la stratégie politique fédérale, en septembre 2017, le peuple suisse plébiscite un article constitutionnel sur la sécurité alimentaire. Dans les 4 à 5 semaines qui suivent, votre conseiller fédéral, Schneiderman radical, part en Amérique du Sud pour signer des traités commerciaux qui incluent aussi la possibilité d'importer de la viande en Suisse. Et il dit, et c'est au mépris du peuple et des paysans, et de l'Union suisse des paysans, il dit la sécurité alimentaire, c'est signer des contrats commerciaux aux 4 coins du globe. Et vous n'êtes pas d'accord ? Et la réponse et la réaction du peuple, déjà dans le sondage, le peuple n'a pas été dupe. Le peuple ne croit pas à ce genre de discours et il vient en force soutenir ces 2 initiatives. Alors, en quoi vont-elles apporter un plus pour aller dans le sens de ce qui est souhaité, où les producteurs se rapprochent des consommateurs? On le verra. On va le voir précisément. Maintenant, sur quoi vote-t-on ? On doit vraiment commencer par ça, puisque vous l'avez dit vous-même, il y a une année encore, on votait sur la sécurité alimentaire, donc peut-être que les gens n'y voient pas extrêmement clair. Que proposent précisément les 2 textes, à commencer par celui des Verts, l'initiative des Verts pour des aliments équitables, les explications de Nicolas Rosset. L'initiative pour des aliments équitables veut protéger l'assiette du consommateur. L'État est appelé à prendre des mesures pour favoriser les produits régionaux et saisonniers, tout en respectant l'environnement, les ressources naturelles, les animaux et en offrant des conditions de travail dites équitables. Pour les consommateurs, les modes de production et de transformation des aliments devront être clairement indiqués. Les produits importés devront aussi répondre à ces exigences. Dans le cas contraire, la Confédération pourra agir sur les droits de douane et les contingents d'importation. Enfin, l'initiative pour des aliments équitables demande que l'État lutte contre le gaspillage alimentaire. Céline Varrin, on l'a vu, une initiative qui attaque le problème par le prisme de l'assiette du consommateur. Pourquoi est-ce qu'il faut renforcer l'offre d'aliments, vous dites, sûrs et de bonne qualité ? Quand on va faire nos courses, on a l'impression qu'on a de plus en plus d'aliments bio, alimentairement corrects sous tout rapport. Eh bien, manger, en fait, c'est un plaisir, et puis ça doit le rester. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que ces dernières années, on a eu des scandales alimentaires à répétition et qu'aujourd'hui, les consommateurs suisses, et les sondages le démontrent, ils ne veulent plus de ces scandales alimentaires. Ils ne veulent plus être complices, finalement, de conditions indignes de travail, d'animaux maltraités. Et ça, vraiment, on doit entendre aujourd'hui la voix des consommateurs. Ce qui est aussi extrêmement... Votre texte, il est soutenu par la Fédération romande des consommateurs. Il n'est pas soutenu par le pendant alémanique de la Fédération romande des consommateurs. Oui, je le dis à titre d'information. C'est juste. Mais la Fédération romande des consommateurs est vraiment un allié de poids. Mais comme les plus de 40 alliés qu'on a, et notamment le monde agricole, les paysans, qui sont vraiment très nombreux à soutenir cette initiative. Et puis vraiment, aujourd'hui, on assiste absolument à tout l'inverse. On ne va pas du tout vers une amélioration. Vraiment, les scandales alimentaires s'enchaînent. On se rend compte que des émissions comme À bon entendeur ont un succès fou. Pourquoi ? Parce que, évidemment, les gens se rendent bien compte qu'ils ont été trahis, et à plusieurs reprises. Alors aujourd'hui, oui, vraiment, il y a un os dans l'assiette. Cette initiative, elle répond à une demande des consommateurs. Vous l'entendez, Jean-Hugues Busslinger, ceci, plus de qualité dans l'assiette et dans les réalimentaires plus saines, plus sûres, plus propres. On est dans le pays du propre aussi en Suisse, ça parle aux gens. Ça parle évidemment aux gens. Tout le monde aimerait un monde parfait. Tout le monde aimerait un monde où il n'y a jamais eu un accroc, jamais un problème, et qu'en définitive, on soit dans un petit cocon, bien au chaud, bien tranquille, et que rien ne se passe. Vous êtes attaché au monde imparfait. Voilà, mais quelque part, il y a un monde réel. Et dans le monde réel, eh bien, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui font leur travail et qui le font en général très bien. Il y a de temps en temps quelques accros. Mais il y a une sorte de volonté de faire mousser les choses. Jamais on n'a eu en Suisse autant de denrées alimentaires sûres, parce que les contrôles sont faits, parce que lorsque vous avez un soupçon de listériose quelque part ou quelques éléments métalliques dans un jus d'orange, on le retire du marché, tout ça est contrôlé. Concrètement, qu'est-ce que vous leur reprochez à ces textes ? Un certain alarmisme. Et je voulais juste répondre à M. Cuche. L'initiative n'a pas attendu l'initiative des Verts.
et celle d'Unitaire d'ailleurs, n'ont pas attendu la votation du peuple sur la sécurité alimentaire l'année passée pour lancer leur initiative sur des textes concurrents qui, du fait d'un agenda, se retrouvent maintenant, une année après. Pas mal de choses ont déjà été décidées dans le vote sur la sécurité alimentaire. Vous dites trop alarmiste, Fernand Je Cuche. suis trop alarmiste. On vous dit, Jean-Luc Buchlinger vous dit, mais on n'a jamais mangé aussi bien, on n'a jamais eu des denrées aussi... il n'a pas complètement tort. Non. En ce qui concerne l'assiette, certes, il peut y avoir un os de temps en temps, parce qu'il y a des scandales alimentaires, mais c'est vrai, en Suisse, l'alimentation, elle est contrôlée, on a des chimistes cantonaux qui font leur boulot, etc. Rares sont maintenant les problèmes d'intoxication liés à notre production. Mais, par contre, si vous partez du sol, des terres nourricières, jusqu'à l'assiette, c'est dans les premiers segments qu'on a les problèmes prioritaires. On a les problèmes prioritaires. L'eau contient des polluants qui créent l'angoisse parce que ça va faire des cocktails. On a aussi des polluants qui partent dans l'air. On a des sols qui sont tassés de par le productivisme et l'intensification. Un tiers des sols suisses en production sont aujourd'hui compactés avec une très mauvaise fertilité naturelle des sols à long terme. Discuter avec vous, sur l'équité. Dernier point. Parce que vous avez dit, on est dans une société où on est un peu chochotte, on se chipote. C'est comme si on se permettait de faire monter des trucs en épingle alors qu'il n'y a rien. Sur les importations et l'équité, récemment... Il y a deux choses. Récemment, vous parlez des... Récemment. Vous avez mélangé un peu. Non, parce que... les importations... On va être précis. Attendez, je crois qu'il faut segmenter un petit peu. Ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'il faut une approche globale. On va quand même être précis factuellement, parce qu'on va rappeler... Je vais citer un fait. Juste très factuellement, l'initiative des Verts demande... Benoît Jeunecamp, l'initiative pour des aliments équitables, on va juste rappeler ce qui a été dit dans le sujet, elle demande des denrées saines, équitables, respectueuses, etc., aussi bien pour les denrées fabriquées en Suisse et produites en Suisse que pour les denrées importées. Il faut juste avoir ça en tête pour savoir de quoi on parle. Je vous laisse terminer, Fernand Cuche et puis Jean-Luc Buchlinger. L'équité, parce que l'équité dans ce débat, il est fondamental, comme dans tous les débats de société. Récemment, dans les Pouilles, un camion est entré en collision avec une camionnette qui transportait des immigrés qui travaillaient au noir pour cueillir les tomates. 11 morts. Une enquête a été menée. Ces gens se lèvent à 4 heures le matin. Ils sont pris en charge par des caporaux. C'est la traduction. Ils payent, les travailleurs immigrés, ils sont payés 3,50 francs par container de 300 kilos récoltés. On a compris la valeur de l'argument, Fernand Cuche. Il faut laisser parler vos adversaires aussi. Que les Verts... Fernand Cuche, laissez parler, répondre Benoît Jeunecamp. Il a compris ce que vous dites. Si on ne peut pas parler, mais est-ce qu'on peut parler? Moi, j'aimerais bien répondre à une série d'arguments que vous avez fait parce que je pense que c'est le moment. Je vous rappelle que le temps est chronométré, donc il faut des temps de parole à peu près équitables d'un côté comme de l'autre. Laissez-moi juste revenir sur ce que vous avez dit au départ. Vous avez attaqué Schneiderman, ça me semble intéressant, et son rapport de novembre 2017. Un des éléments de ce rapport vous donne raison. Les paysans, d'ailleurs, ne l'ont pas tellement accepté. Un des éléments problématiques en Suisse... De nouveau, on va juste éclairer le téléspectateur. Pardon, le rapport de novembre 2017, c'est donc la stratégie agricole du Conseil fédéral pour les années à venir. Années suivantes. Un des éléments que contient ce rapport, et vous donne raison, c'est effectivement le côté environnemental du traitement de l'agriculture, notamment trop d'azote, trop de phosphore, trop de phytosanitaires. Ça, c'est tout à fait correct. Le Conseil fédéral, de ce point de vue-là, se retrouve en face de la profession. Il ne se retrouve pas de l'autre côté. Il dit aussi à la profession de faire plus. C'est la profession qui résiste en partie. Toute la profession n'est pas représentée par vous. Elle est un peu, si vous voulez, elle fait le grand écart sur ces sujets, sur celui-là en particulier. Vous reconnaissez ça? Moi, je reconnais ça, mais je dis, votre manière d'aborder le sujet me paraît plus rempli de problèmes que de solutions. Mais je vais y venir, si vous me laissez le temps. Deuxième chose, c'est là. Il ne faut pas mélanger les deux sujets. Le côté sain de nos aliments, je ne suis pas d'accord avec vous. Il ne faut pas faire peur à la population. Les gens en Suisse, ils ont confiance dans ce qu'ils mangent et ils ont raison globalement. Fernand Cuche a bien fait cette nuance entre est-ce qu'on utilise bien, est-ce qu'on maltraite notre sol? Encore en partie, oui. Est-ce qu'on fait prendre des risques aux gens dans l'assiette? C'est pas vrai, c'est faux. Et la réalité aujourd'hui, et ma position, c'est de dire on est déjà dans un mouvement qui permet aux gens de faire des choix éclairés. En Suisse, en plus, on a des labels qui sont extrêmement bien contrôlés. Si les gens veulent manger du bio, et ils le font de plus en plus, ça représente aujourd'hui 8,5%, je crois, de la consommation. S'ils veulent manger du bio, ils peuvent manger du bio. La population a le droit de choisir ce qu'elle a sur l'assiette. Votre problème, c'est que vous êtes très pressé d'imposer à tout le monde votre modèle d'alimentation. C'est ça votre problème. Il faudrait que de 8%, on passe à 90% et que tout le monde
ait de votre côté une imposition. Et quelle est la conséquence? Il faut quand même en parler, et on pourra en parler tout à l'heure. Si on veut être moins productiviste, si on veut faire plus de bio, ça coûte plus cher parce qu'il y a moins de rendement par hectare. C'est ça que vous craignez parce qu'on. Moi, je crains pour le. Aujourd'hui, plus de bio, a priori, comme ça, c'est pas une mauvaise nouvelle. Mais qu'est-ce que vous craignez? Mais si les gens n'achètent pas plus de bio, c'est que ça coûte en gros 50% pour cher. Donc augmentation des prix. Ça coûte. On a un panel de comparaison. Ça coûte 50% plus cher de bio que de non bio. J'ai une question. Donc les gens n'achètent pas de bio aussi J'ai pour une ça. question. Sur les immigrés, Alors, qui sont payés comme des esclaves, j'aimerais bien avoir votre réponse. Alors, volontiers. Et quand les Verts disent pour importer des tomates pour compléter la production indigène, nous aimerions au moins que ces gens sortent de l'esclavage, vous répondez quoi? Je suis d'accord avec eux. De nouveau, je dis c'est très bien. Pourquoi vous vous opposez? Mais je m'oppose à votre moyen parce que votre problème, c'est que vous n'avez pas confiance dans le gouvernement italien ni dans le gouvernement espagnol. Ces gens-là sont en infraction de la loi italienne et espagnole. Le gouvernement italien va faire quelque chose, il doit faire quelque chose. Nous mangeons ces tomates. Oui, mais le problème, c'est que quand vous voyez la tomate, vous ne pouvez pas savoir quel est son parcours. Vous voulez vous substituer au gouvernement. Oui, mais vous voulez vous substituer d'abord au gouvernement légitimement élu qui doivent, d'une certaine manière, faire respecter leurs lois. C'est ça le problème, c'est que vous avez pris une position en surplomb qui consiste à dire on va faire le bien dans le monde entier et on va partir du principe que tout ce qui est importé en Suisse, quand même 3 ou 4 tonnes par année, tout ce qui est importé en Suisse doit être contrôlé pour l'ensemble du parcours du légume qui est importé. Céline Vara, on vous reproche une sorte d'impérialisme du bien, l'idée de vouloir... Vous, c'est qui vous? C'est les 4 Suisses sur 5 qui, pour l'instant, soutiennent ces 2 initiatives. Vous, aujourd'hui, le consommateur... Je ne vous ai pas coupé, monsieur Genet, quand je vous Laissons répondre Céline Vara. Ensuite, vous aurez la parole. Aujourd'hui, les consommateurs... Bref, c'est un sondage, mais aujourd'hui, il faut entendre la voix des consommateurs. Aujourd'hui, véritablement, eux, ils estiment que oui, il y a un problème. Eux, ils estiment qu'ils aimeraient davantage d'aliments durables. Ils ne veulent plus être ni malades, ni coupables. Et puis, c'est un plaisir. Vraiment, je l'ai dit, c'est un plaisir, manger. Et cette initiative, vraiment, je crois que c'est une opportunité. Elle favorise vraiment les bons élèves. Ça doit parler à la droite. On offre des facilités, on favorise les bons élèves, des produits locaux, de saison. Quand je termine, j'ai presque terminé. J'essaie de discuter, mais je vous laisse volontiers parler. Donc, on dit, voilà, nous, on aimerait favoriser des produits locaux, de saison, on aimerait que ce soit dans des conditions dignes, sans souffrance animale. J'ai beaucoup de peine à entendre aujourd'hui qu'on ait un déni comme ça par rapport aux consommateurs. Jean-Yves Bustinger, vous du problème, je crois que vous ne sentez pas ce que veut le consommateur? C'est pas une vie, mais bien sûr, tout le monde ressent qu'on a un espoir que tout soit absolument parfait. Et c'est un peu ce que je reproche aux Verts. C'est cette vision un peu d'ayatollah qui est de dire, vous devez, voilà, nous avons nos règles, nous avons nos visions, et on veut les imposer absolument à tout le monde, au détriment du choix. Et alors que moi, j'ai une approche qui est un peu plus, je dirais, raisonnable ou naturelle. C'est-à-dire qu'en fonction de mes choix personnels, je privilégie et je vais dans cette direction. Et on voit bien, on l'a dit, que le Suisse est peut-être le pays, la Suisse est peut-être le pays du monde qui achète et qui consomme le plus de bio. On est déjà en train. Alors, de bio et de. Mais l'initiative ne parle pas du tout du bio, aucune des deux d'ailleurs. Le mot bio n'est pas. On aurait fait une initiative sur le bio si on avait fait du bio. Elle recherche dans le bio. On parle de quoi alors, Céline Vara? On parle de produits. Comment vous parlez de produits sûrs et de bonne qualité, c'est quoi? Exactement. Sûrs et de bonne qualité, c'est des produits qui remplissent un certain nombre de critères. Et puis, ça, c'est vrai, M. Genecan l'a relevé. Aujourd'hui, il y a certaines filières qui déjà offrent ces garanties, comme Max Havelaar, effectivement, et comme le bio. Donc, on a les outils. Tous les outils existent en Suisse, sauf qu'on ne l'utilise pas. Et les gens les utilisent. On ne l'utilise pas, M. Genecan. Dans le fair trade, les gens utilisent, ils consomment. Vous l'avez dit, on ne sait pas d'où elle vient, votre tomate. Et c'est bien ça la problématique. Je vous dis, il y a des gens qui peuvent très bien. Le consommateur peut, aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a des labels. Le consommateur peut choisir des labels qui vont dans le sens de ce que vous proposez. Il a la liberté de le faire, et d'ailleurs, il le fait de plus en plus. Que ça soit dans le bio, parce que c'est quand même ce que vous voulez, hein, dans le commentaire de votre initiative. Vous savez mieux ce qu'on veut, alors, c'est bien. Vous avez parlé de généraliser les modes de production qui sont les modes de production dits bio. Vous avez tout à fait le droit de le vouloir. Je dis simplement que pour la population, il faut comprendre que ça va, d'une certaine manière, limiter les modes de production, et ça va sur un territoire qui est assez étroit. La Suisse, c'est un territoire étroit qui est déjà utilisé de manière assez large pour l'agriculture. On va diminuer la production locale et on va augmenter le coût. Et où, à mon avis, vous avez une difficulté supplémentaire, c'est que vous voulez, à la frontière, par des
Mais je vous dis vous, parce que je vous vois, madame. Je ne veux pas vous dire tu. On est quand même pas encore... À la frontière, disiez-vous, Benoît Jospin. À la frontière, vous voulez contrôler ce qui entre en étant, en fait... Alors d'abord, en essayant de faire quelque chose qui me paraît moins impossible et qui est à la charge des pays producteurs, donc en vous substituant à ces pays-là, et puis en construisant un système qui va être un système d'une grande bureaucratie. Il faudra quasiment à la frontière un fonctionnaire derrière chaque kilo de tomates pour savoir si elle a bien pris la direction qui était la direction prévue. C'est des reproches qui... Alors, le surplus de bureaucratie et de paperasse, la difficulté des contrôles à l'étranger, on pourra peut-être revenir sur le renchérissement des prix, c'est des reproches qui vous sont faits. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Fernand Cuche? Je réponds que les mesures de protection aux frontières, que ce soit les taxes ou que ce soit des quotas d'importation qu'on peut échelonner en fonction de l'évolution de la récolte, mais ça existe depuis qu'on signe des traités commerciaux. Exact. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil en disant on va modifier, moduler, rediscuter et renégocier ces contrats. C'est dans l'histoire des hommes, ce sont des hommes qui signent les contrats commerciaux. Vous présentez ça comme un dogme qui est tout à coup intouchable, c'est faux. Ce que vous ne percevez pas, chers messieurs, c'est que le modèle productiviste intensif, il est condamné. L'agriculture intensive qui favorise la monoculture et l'élevage industriel consomme... Non, c'est des réalités. Je ne suis pas un ayatollah. Consomme les 2 tiers de l'énergie pétrolière, les 2 tiers des surfaces et les 2 tiers de terrain. On va laisser Jean-Yves vous répondre. Pour nourrir un tiers de la population. Fernand Cuche, le reste, c'est l'agriculture. Fernand Cuche, vous n'avez pas répondu quand même. Fernand Cuche, je crois que peut-être, on essaie d'éclairer les gens. Il y a des questions assez précises qui ont été posées. Oui. Le risque d'augmentation des prix. Oui. Ça, vous n'avez pas répondu. Comment est-ce qu'on contrôle à l'étranger le fait que la tomate soit une tomate correcte? Je porte ici une montre qui est certifiée Swiss Made. Ouais. On en vend des millions dans le monde entier. Est-ce que vous savez si des hordes de contrôleurs se sont mobilisés pour voir si chaque fois le Swiss Made était vérifié? Il y a des certifications. Si on a un doute, on enquête. Pour l'importation des denrées alimentaires, c'est pareil. Et de pousser l'idiotie jusqu'à déclarer qu'il faudra un contrôleur par tomate, mais c'est invraisemblable. Alors, on importe déjà des produits certifiés bio. Ce que l'initiative des Verts disait dans son argumentaire. Il existe ce système. Dans son argumentaire, vous parlez les deux en même temps, ça va pas le faire. On a aussi un peu de... On aimerait aussi amener quelque chose au C'est débat. à vous, Jean-Yves Buslinger, profitez-en. Merci. Dans l'argumentaire de 2014... L'initiative des Verts dit expressément « Seules les denrées alimentaires produites selon les normes écologiques et sociales devraient être vendues dans notre pays. » Point. Ça, c'est sur cette base-là, on a fait signer les gens. On n'a plus le choix. Maintenant, tout à coup, en août 2018, Mme Adèle Torrance, conseillère nationale, nous dit « L'initiative ne demande pas d'imposer des normes de production suisse aux importations, ni de contredire les engagements internationaux de notre pays. » Alors moi, j'aimerais qu'on m'explique le grand écart. Parce qu'on a fait signer des gens sur une déclaration de dire « On bloque les frontières, parce que si les normes suisses ne sont pas appliquées à l'extérieur, ça ne rentre pas. » Puis tout à coup, maintenant, on accommode. Alors, on va où? Est-ce que, oui ou non, on interdit des importations? C'est la question que vous lui posez, Jean-Yves Buslinger. Absolument pas. J'ai le texte d'initiative sous les yeux, je vous le donne, M. Buslinger, il n'y a pas de souci. Dans l'initiative, il n'est pas indiqué du tout qu'il y a une interdiction. L'initiative est même extrêmement positive. Elle dit qu'il faut favoriser, vraiment donner des facilités qu'on connaît, qui existent sur le marché, pour vraiment, je le disais avant, le texte, les bons l'a lu, élèves. Jean-Yves Buslinger, les denrées qui ne sont pas autorisées à rentrer. Non, mais juste, ne sont pas autorisées à rentrer, ça veut dire ne sont pas autorisées à rentrer. Je pense que vous confondez avec la souveraineté alimentaire. Moi, je vous parle de l'initiative pour les aliments. Les aliments équitables. C'était l'argumentaire des Verts qui disait que seules les denrées alimentaires je vous parle de l'initiative sur laquelle on va voter le 23 septembre. Selon les normes écologiques et sociales suisses devraient être vendues dans le pays. Alors, je pense ça que veut là, dire que nos normes, il y a quand même une certaine arrogance de vouloir que nos normes s'appliquent entre guillemets au monde entier. On reviendra à la fin de l'émission, on va vérifier en régie le texte. Parce qu'à un moment donné, soit... il y a deux choses l'une. Soit des producteurs étrangers se disent, bon, marché suisse, 8,5 millions, c'est beaucoup trop petit, on propose même plus nos produits parce qu'on n'a pas la possibilité de les faire certifier. Et c'est particulièrement des produits issus de l'agriculture locale, mais d'autres pays, pas en Suisse. Un vinaigre balsamique qui est soigné, etc. Est-ce qu'ils vont aller chercher des certifications
comme M. Cuche évoquait, pour pouvoir avoir accès au marché suisse. Question, réponse. Beaucoup trop cher, non. Réponse. Donc on Réponse, n'aura non plus plus. ça. Globalement, inévitablement, l'ensemble des agricultures doivent s'orienter vers la durabilité. Et qui dit durabilité dit prix équitable partout pour maintenir de fortes populations paysannes partout dans le monde. Puis deuxièmement, produire dans la durabilité. Aujourd'hui, le bilan vie des sols, qualité des sols, biodiversité, eau polluée, accès à l'eau, accès aux semences, accès à la diversité, Ça, c'est c'est l'initiative bousillé par le unitaire. On est système déjà sur la industriel. On va l'attaquer, C'est la pas deuxième, être d'ailleurs. ayatollah, c'est constater. Et les scientifiques sont là. C'est un peu comme si vous étiez en train de nier le fait qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. L'agriculture va mal. Le moyen que vous utilisez, M. Cuche, parce que vous avez dit à raison que depuis 1990, la Suisse a certes fait sa révolution agricole. Non, elle n'a en pas fini. Elle a commencé, elle privilège moins la quantité, elle fait des paiements qui sont liés à une certaine forme d'activité, on n'est pas encore où on devrait, et elle utilise ce que vous proposez d'utiliser, c'est-à-dire des contingents pour que les gens comprennent un peu de quoi on parle. Quand on produit en Suisse des tomates, on met des contingents qui, finalement, interdisent toute entrée de tomates du reste de l'Europe. Comme ça, les producteurs suisses sont garantis Pendant la période de production pouvoir de tomates. distribuer leurs tomates. Donc ça, c'est le système actuel. Ce qu'on propose maintenant, c'est que de ce système actuel, où on a déjà des murs qui protègent toute la production locale, on remonte encore un peu ces murs. Et le problème de ce système, et peut-être qu'on sera d'accord sur ce point, je ne suis pas totalement sans espoir, c'est que le système à la frontière, il a deux défauts majeurs. Le premier, c'est que finalement, il protège le marché suisse indifféremment des efforts qui sont faits par les uns ou les autres dans ce marché suisse. Il protège tant la tomate biologique que la tomate qui est produite avec des produits phytosanitaires. Il ne protège pas tellement de manière différenciée. Il ne permet pas au marché suisse d'évoluer dans la bonne direction. Deuxième problème, c'est un problème majeur, c'est que quand vous faites ça aux frontières, ça coûte aux consommateurs suisses 3,5 milliards de plus par année. Or, la paysannerie de ces 3,5 milliards n'obtient même pas 1 milliard. Coop et Migros obtiennent une grande partie, les vendeurs de tracteurs obtiennent une grande partie. Et ce que vous proposez, c'est encore d'augmenter ça. Les gens vont payer plus cher et les paysans ne seront pas plus riches. Et les aliments ne seront pas meilleurs. Réponse de Céline Vara. c'est Et dommage puis on parce que enchaîne avec la la souveraineté alimentaire. Mais vraiment, je crois qu'il faut absolument qu'on parle de la question du prix. On nous dit que les prix vont augmenter. On va en parler, mais on en parlera aussi de la question de la souveraineté alimentaire, donc gardons-la pour la deuxième vraiment partie. qu'on Mais rassure- réponse sur ce point-là, sur votre initiative. Il faut vraiment qu'on rassure absolument les gens qui nous Moi, je ne suis écoutent pas ce rassuré soir. du tout. Hein. Moi, ce que j'entends dans l'argumentaire des Ah, opposants... votre c'est micro, on me dit finalement- que votre micro est en panne, donc ils vont réparer la technique Mince. tout de suite. Vous allez juste prendre votre mal en patience 5 secondes, puis je vous rends la parole dès C'est qu'on me pas- dit que... Pas de problème. Ah non, c'est bon, et c'est réparé. Bon, les Voilà. magies de la technique. Vous pouvez continuer, pardon. Oui. Je pense qu'il faut vraiment rassurer aujourd'hui les gens concernant ces questions de prix, parce que moi, ce que j'entends dans l'argumentaire des opposants, c'est qu'aux Suissesses et aux Suisses qui ont peu de moyens, finalement, on leur réserve de la viande de veau dopée aux hormones, de la C'est volaille faux, il y a pas de chimiquement viande désinfectée aux hormones. et de la Là, tomate là, c'est vous, pesticide. madame. c'est Eh vous bien, qui êtes dans détrompez-vous. l'exagération. Elle peut tout à fait être vendue, mais il faut que ce soit indiqué. Et puis, j'aimerais juste dire aujourd'hui qu'on peut pas, nous, on ne fait pas cette politique sociale-là. L'objectif et l'initiative, elle est extrêmement claire, c'est favoriser et doper les produits de bonne qualité sur le marché suisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on en a plus, eh bien, ça fait baisser les prix. Ouais. Ça veut dire aussi que c'est plus accessible effectivement aux petits moyens. C'est le but. Pas possible. Parlez Première à votre voisin, initiative, Madame Vara, je termine. Je possible. rappelle, et vous l'avez mentionné, la FRC soutient notre initiative, la Fédération romande des consommateurs, qui est extrêmement sensible à la question du prix. Est-ce qu'on peut juste rester sur le prix de 2 secondes, parce que c'est tout simplement... Mais vraiment 2 secondes, parce que j'aimerais qu'on parle de souveraineté alimentaire. C'est pas forcément un problème. Vraiment 2 secondes, j'aimerais qu'on parle de souveraineté alimentaire. On voit aujourd'hui les Suisses votent avec leurs pieds ou avec leur voiture. Ils vont sur France ou ailleurs pour 3 milliards de francs par année, parce qu'ils estiment qu'en termes de comparaison, ils ont là-bas quelque chose qui est à peu près comparable et qui leur permet de le payer moins cher. C'est vrai que les Suisses, c'est un argument tout à fait pertinent, les Suisses ne dépensent pas énormément pour leur nourriture par rapport à d'autres populations parce qu'ils sont riches. C'est vrai que ça représente effectivement quelque chose comme 8 à 10 %. C'est vrai aussi que pour quelqu'un qui a 5 000 francs par mois, ça représente quand même 14 à 15 %. Pour lui, c'est plus problématique. Mais dire que quelqu'un ici autour de cette table veut donner aux plus pauvres de la nourriture de mauvaise qualité, c'est simplement nous faire un procès d'attention qui est tout simplement déplacé. Souveraineté alimentaire, c'est le deuxième objet. Benoît Jolcan, il faut que j'enchaîne, il faut me le permettre, mais un certain nombre des arguments que vous servez contre l'initiative alimentaire seront tout à fait valables contre la deuxième, donc on est quand même sur des sujets assez proches, raison pour laquelle on les traite dans la même émission. Sur quoi est-ce qu'on vote exactement quand on parle de souveraineté alimentaire? De quoi s'agit-il? Réponse encore une fois avec Nicolas Rosset. Souveraineté alimentaire. L'initiative veut renforcer le rôle de l'État. Elle vise à favoriser les produits locaux,
cultivée sans OGM et ménageant les ressources naturelles. Pour protéger les paysans suisses, elle veut des droits de douane ainsi que des quotas sur les produits agricoles et les denrées alimentaires importés. Particulièrement visées les exploitations à l'étranger qui ne respectent pas les normes sociales et environnementales suisses. Leurs produits pourraient tout simplement être interdits. Souveraineté alimentaire qui passe par plus de paysans, l'État devra agir pour augmenter le nombre d'actifs dans l'agriculture et veiller à des salaires plus justes. Enfin, l'initiative demande des prix équitables pour toutes les filières de production. Bon, l'esprit de ce texte, Fernand Cuche, on l'a compris, c'est cette fois non pas on part moins du consommateur, mais on repense complètement la manière dont on produit. En Suisse, c'est une sorte de révolution que vous proposez là. On détricote complètement l'ouverture des marchés qu'on a tricoté depuis 30 ans. C'est vraiment révolutionnaire, cette proposition. C'est un peu plus complexe que ça. Je l'ai dit avant, le modèle productiviste intensif, là où il s'est développé, les preuves sont flagrantes, il est condamné. Donc en Suisse, il faut qu'on change ce modèle. Partout dans le monde, il faut changer la politique agricole et la politique alimentaire. Je l'ai dit avant, les Suisses ont commencé au début des années 90. Puis ils ont un peu traîné les pieds, ce qui fait qu'on se retrouve, ces 4 dernières années, avec 8 initiatives qui concernent le territoire, l'alimentation, l'évolution du monde agricole, etc. Ça veut dire, mais oui, ça veut dire que les autorités politiques, et vous êtes actifs dans ce plénum de Berne, n'ont pas pris en considération des enjeux fondamentaux. Je reviens à la souveraineté alimentaire. On peut le laisser répondre, parce que c'est une attaque assez... Oui, parce qu'en fait, de nouveau, je vais vous surprendre, je ne suis pas en désaccord avec vous. Je pense que certains des points que vous mentionnez, et je vais en prendre un ou deux pour illustrer le propos, sont tout à fait légitimes. Le premier, c'est peut-être un peu anecdotique, mais vous dites qu'il faut arrêter de favoriser les exportations de produits suisses. Parce qu'on a des millions qui sont offerts à l'agriculture suisse pour qu'elle puisse exporter. C'est un des points de votre texte. Je suis un des seuls parlementaires qui a toujours voté dans ce sens-là. Je pense que vous ne trouvez pas un paysan qui a voté comme moi. Ils ont tous voté pour les garder. Vos copains, ils ont tous voté pour les garder. Tous. Je suis un des seuls qui était d'accord avec vous sur ce point. Deuxième point, vous dites, et c'est là où je suis un peu en rupture avec vous, vous faites beaucoup trop confiance en l'État, M. Cuche. C'est ça votre problème. En l'État? En l'État, dans l'État. Mais oui, parce que vous demandez que l'État solutionne tous vos problèmes, le E, avec un grand E majuscule, et qui détermine que l'État, notre État suisse, détermine le nombre de paysans, le type d'organisation, l'endroit où il s'installe, le type de production. Vous êtes en train de lui donner les clés, d'un problème qu'il a effectivement eu de la peine à résoudre. C'est un plan quinquennal en préparation. C'est une étatisation du sol. Non, moi, j'attaque cette problématique par un tout autre bout. Quand je dis que le modèle productiviste, il est condamné, ça veut dire qu'on ne pourra pas continuer à produire avec des tracteurs plus lourds, plus gros, des machines plus larges. Il faut revenir à un équilibre fondamental entre la surface travaillée et le nombre de personnes actives, bien rémunérées et formées. Est-ce que la surface peut produire ? va dépendre, laissez-moi finir, ça va dépendre, bien sûr, de la production. Si vous êtes en production céréalière, ben voilà, on peut avoir un peu plus d'hectares. Si vous faites des fruits et légumes, c'est différent. Si vous faites de la vigne, c'est différent. Et c'est ça, dans l'initiative sur la souveraineté alimentaire, c'est de dire, sous une forme ou une autre, coopérative, individuelle, familiale, associative, on va organiser ça de manière étatique. C'est d'avoir le soutien de l'État qui prend conscience de la fragilité de la sécurité alimentaire de demain. On pense que vous confiez les clés à la mauvaise personne. La souveraineté alimentaire est une condition préalable pour la sécurité alimentaire. Vous parlez de soviétisation du sol, c'est ce que j'ai entendu, Jean-Yves Bussigny. Donc on arrive à une sorte de plan quinquennal où l'État déterminera qui fait quoi, combien d'hectares, combien... Tu veux faire des céréales, tu as droit à 12 hectares. Tu veux faire du poireau, tu as droit à 1,5. C'est plus possible d'avancer comme ça. C'est en fait ce que votre initiative les paysans restent propriétaires de leurs terres. Les paysans restent propriétaires de leur domaine. Les paysans peuvent s'associer, créer des coopératives. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au niveau du terrain? Les gens qui sont partis à fond dans la production laitière, qui se sont spécialisés, qui ont pris 100, 150 vaches, qui ont investi 1,5 million dans les installations, ils coulent jusqu'au suicide. Par contre, celui ou celle ou ceux qui disent « maintenant on va entrer dans la proximité, diversifier,
pour la biodiversité, pour la rémunération, il s'en sort. Sur 15 hectares, en plaine, il crée 2,5 tonnes. Benoît Jeunecorps. Je regrette un peu ce soir qu'il n'y ait pas un paysan de notre côté. On a essayé, mais ils ont un peu la trouille. On a vraiment essayé. Je pense en fait que vous représentez une minorité de la profession, une minorité que je respecte totalement. Je dis que l'autre partie de la profession, elle veut un autre chemin. Et je répète encore une fois que quand on regarde les rapports, parce que vous avez appelé le politique, quand on regarde les rapports entre le Conseil fédéral ou le Parlement et la paysannerie qui est très bien représentée à Berne, c'est pas le Parlement ou le Conseil fédéral et c'est certainement pas Schneider-Hammann qui freine dans la direction que vous indiquez, c'est plus la corporation que vous représentez autour de cette table aujourd'hui. Elle fait le grand écart et elle est extrêmement, si vous voulez, extrêmement partagée. Céline Vara. Céline Vara, laissez répondre un peu Céline Vara. Vraiment, enfin moi, ça m'interpelle beaucoup ces arguments parce qu'aujourd'hui, ce qui doit être au centre des préoccupations, c'est l'humain. 1300 exploitations agricoles chaque année, elles ferment, elles mettent la clé sous le paillasson. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, on assiste, laissez-moi terminer, M. Busslinger, c'est pénible quand vous m'interrompez. Excusez-moi. Et puis, donc, ces 1300 exploitations, elles ferment. Et au pire, effectivement, Fernand l'a relevé, il y a des suicides en nombre. Les paysans, aujourd'hui, on ne peut pas les lâcher. On ne peut pas les lâcher. On doit faire quelque chose absolument. Et c'est pour ça qu'ils soutiennent. Et vous allez jusqu'à souscrire, vous êtes verte, Bien sûr. Votre initiative, c'est pas celle-ci, mais vous la soutenez toute radicale qu'elle est, parce que, y compris si l'État doit augmenter le nombre d'actifs, diminuer la taille des... Effectivement, je réponds à la question. Effectivement, l'initiative de la souveraineté alimentaire est beaucoup plus radicale que l'initiative pour les aliments équitables, c'est certain. Mais il y a un aspect dans cette initiative qui est vraiment formidable, c'est qu'on inscrit une fois pour toutes dans la Constitution qu'on ne veut pas d'OGM. Et il y a moins d'une année, il y a une motion parlementaire qui a été débattue au Parlement qui a été refusée. Et puis, ça, c'est quand même la preuve que si, aujourd'hui, le peuple ne dit pas, une fois pour toutes, on veut plus de ces OGM, ça se fera jamais. Et un jour, ce sera dans nos assiettes. Et pour ça, moi, vraiment, je trouve que ça, c'est une initiative formidable. Non, mais juste vous donner une information. Les OGM, il n'y a aucune majorité au Parlement. Le moratoire vient d'être prolongé jusqu'en 2021. Donc, cette initiative, de ce point de vue-là, n'est pas nécessaire. Maintenant, revenons au cœur, parce que moi, je trouve que c'est le cœur de la question, et c'est intéressant. Est-ce qu'il faut que l'État, dans sa puissance, détermine le nombre de paysans? Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce que c'est quelque chose que la paysannerie elle-même veut? C'est vrai que le nombre d'exploitations a diminué. Les exploitations en Suisse ont un peu grandi. Elles restent petites en comparaison internationale, 20 hectares, elles restent petites. Est-ce que vraiment l'État est celui qui peut dire « Nous, on veut tant d'exploitations, tant de personnes qui sont employées dans ce domaine », je ne pense pas que ce soit son rôle. Mais répondez vraiment à la question. Oui, je vais répondre. Préalablement, j'aimerais vous dire ma reconnaissance par le fait que vous avez voté non au soutien direct à l'exportation. Et là, on s'est retrouvés. Et je pense que c'est une des premières... Vous êtes en train de ne pas répondre à la question. Ouais. Maintenant, le nombre de paysans, est-ce que c'est l'État qui doit décider? C'est ce que vous voulez. J'ai dit tout à l'heure qu'il faut un rapport équilibré. Pour que demain, nous puissions vivre en mangeant suffisamment et de qualité, il faut fondamentalement modifier la politique agricole et il faut un rapport équilibré. C'est la question que pose l'initiative. Il faut un rapport équilibré entre la surface travaillée et le nombre de personnes actives. Si le partenariat, vous y avez fait allusion, économique, avec les acheteurs, ne permet pas de se mettre d'accord sur un projet commun de société qui vise autre chose que le profit maximum pour les acheteurs, il faut que l'État intervienne. Il faut que l'État joue son rôle d'arbitre parce que l'État, il est responsable. Comme pour la sécurité militaire, il est responsable d'assurer l'alimentation. Alors, je ne dis pas que c'est l'État qui doit... Aujourd'hui, on est d'accord. Encore une fois, je suis pleinement d'accord avec vous. 7 milliards de francs par année. 7 milliards de francs, c'est plus que la défense. Non, mais d'accord, je suis d'accord. Il y a aussi l'écologie, il y a aussi le social. Fernand Cuche a répondu assez précisément à la question de l'État. Il répond oui, il faut confier ses prérogatives à l'État. J'aimerais juste poser une question à Jean-Luc Busslinger, si vous me pardonnez. L'autre option, qui n'est pas celle des initiatives, c'est celle de la stratégie agricole du Conseil fédéral. On a vu les deux piliers de la stratégie agricole du Conseil fédéral, libre-échange et baisse des droits de douane. Donc, c'est pas ces deux piliers. Il n'y a pas que ces deux piliers-là. On est tous d'accord autour de cette table. C'est ceux qui ont été extrêmement critiqués. De lâcher complètement l'agriculture en disant maintenant c'est une terre ouverte, etc., c'est pas le propos. On est tous conscients que sans un certain degré de protection,
et qui existe actuellement. On y reviendra peut-être rapidement. Il est tout sauf non négligeable. Sans un certain degré de protection, on n'aura plus que des jardiniers et ma vision n'est pas celle des jardiniers du paysage. Je considère qu'un paysan a le droit de vivre de ce qu'il produit, d'en vivre correctement et ne doit pas se trouver pieds et poings liés. Si on peut juste donner un chiffre. Oui. Non, mais si on peut... Non, attendez, laissez-moi aussi un tout petit peu développer. Juste donner un ou deux chiffres, et puis on va revenir sur le salaire si on a le temps. Juste donner un ou deux chiffres. Le pognon, c'est pas tout dans la vie, mais quand on est élu à Berne, il faut bien le dépenser parce qu'on a des tâches très importantes avec chaque franc. Donc un franc mal dépensé, c'est un franc qui n'a pas été utilisé avec responsabilité. 7,5 milliards de francs pour l'agriculture par année, c'est beaucoup d'argent. Ma question que je pose à vous en face et que je pose principalement à M. Cuche, je pense qu'on peut aller en partie dans la direction que vous menez, je pense que les moyens sont inadéquats et je pense qu'aujourd'hui, en grande partie, cet argent n'est pas très bien utilisé. Bon. Je pense que l'argent en paiement direct, il était nécessaire depuis 1990, mais il devrait être beaucoup plus lié aux efforts qui sont faits pour protéger le sol. Il devrait être beaucoup plus lié à des prestations. Ça, c'est vrai. Est-ce qu'il faut en rajouter une couche? C'est là où on a une différence. Est-ce qu'il faut rajouter une couche à la frontière, une couche d'argent public, aller la chercher dans la poche des consommateurs ou des contribuables? Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y en a assez dans le système. Est-ce qu'il est en train d'émerger une sorte de compromis entre vous deux? Je pense que c'est un des moments importants. Non, mais c'est un des moments importants que vous allez retrouver lorsque vous devrez élaborer la loi d'application, si ces deux initiatives passent. Sur le fond. Non, mais si elle passe. Si elle passe. Faut tout envisager. Ça peut se produire. Ça peut se produire. 70%, 75%. Moi, je suis d'accord avec vous. Sur le fond, les paysans, ils ont de la peine à accepter ces paiements directs. Sur le fond, les paysans, ils veulent être rémunérés par des prix équitables pour l'acte de production. Moi, je dis qu'il faut inscrire un peu plus l'écologie dans l'acte de production. Si on réussit à trouver un accord, je prends l'exemple du blé. Le blé, aujourd'hui, il est payé 50 centimes le kilo. Le prix du blé, il intervient pour 10% dans le prix d'un kilo de pain, 6-7 francs. Oui, le blé à 50 centimes. Vous payez 90 centimes le kilo, qui serait un prix rémunérateur pour les paysans, à hauteur de 40 francs de l'heure. Le prix du pain, laissez-moi finir, le prix pour la démonstration économique, le prix du pain encore un argument pour un Suisse qui mange 60 kilos de pain en moyenne par année, ça y fait 23 francs. 23 francs par année. Ce qui veut dire que la part de l'alimentaire dans la formation du prix, elle est minime. La seule divergence qu'on a, c'est est-ce qu'il faut encore en rajouter dans le système ou est-ce qu'il faut changer le système? Les paiements directs, est-ce qu'il faut encore en rajouter? Est-ce qu'il faut protéger encore plus ou est-ce qu'on peut changer le système? C'est là où on a une divergence. Quant au salaire et à cet argument que moi... Je peux plus finalement le prendre comme ça à chaque fois. Utiliser le suicide des gens pour faire de la politique, j'ai toujours trouvé ça odieux. Je vous le dis en face. Vous avez c'est une réalité? Non, mais c'est une réalité dans beaucoup de professions. Aucune profession n'a jamais utilisé cet argument. C'est la seule qui a fait ça. J'ai toujours trouvé ça odieux. La vie des gens n'en fait jamais le tour. On ne peut pas dire qu'il s'est suicidé pour une seule région. Laissez les morts en paix. Arrêtez d'utiliser le suicide. Le message est passé. Maintenant sur le salaire des gens, j'ai juste là aussi une préoccupation comme politicien. On a effectivement aujourd'hui 60 000 francs environ par unité de travail. Ça peut être monsieur et madame, ça peut être monsieur et madame et un enfant, ça peut faire donc 120 000 francs. On a une énorme différence entre la plaine et la montagne, jusqu'à 6 fois. Il y a des gens qui gagnent 6 fois plus que d'autres. Il y a des exploitations qui touchent 500 000 francs par année, des très grandes exploitations. Il ne faut pas dire qu'ils sont tous dans un panier où ils ont tous des difficultés. Et encore une dernière chose que je place ici à l'antenne, parce que c'est important pour moi, notre transparence est totalement insuffisante. C'est le seul secteur qui reçoit chaque année des milliards et qui donne en gros les chiffres qu'il veut. Il ne passe pas par l'Office fédéral de la statistique, il donne des résultats d'exploitation qui sont traités par Agroscope, qui sont anonymisés, et donc ils n'ont jamais dit exactement ni combien ils gagnaient, ni quelle fortune ils avaient. Si on veut les aider, si on veut modifier le système, il va falloir être un peu plus transparent sur la situation financière. Si vous êtes d'accord, Benoît Jeunekamp, puisqu'on arrive au stade de la discussion où on commence, et c'est logique, à mélanger un peu les deux initiatives et à s'attaquer aux principes qui sont dessous, intéressons-nous à ces principes, parce qu'en filigrane, j'aimerais qu'on se penche sur ce phénomène, c'est l'incroyable montée en puissance de la thématique alimentaire dans le débat public et politique. Et si vous en doutiez, Nicolas Rosset, encore lui, vous en apporte la preuve.
Depuis 1893, les initiatives populaires miroirent des soucis des Suisses. 461 ont été lancées, mais il faut attendre 1983 pour voir un premier texte défendant une agriculture traditionnelle. Lors des 2 décennies suivantes, on compte 6 initiatives populaires défendant les paysans, la nature, les animaux ou la qualité de nos aliments. Mais depuis 2 ans, changement de rythme, c'est l'avalanche. En 2016, le peuple refuse la spéculation sur les denrées alimentaires. Et l'an dernier, un plébiscite, 79% des Suisses pour la sécurité alimentaire. Dimanche 23 septembre, soumis au peuple, les 2 initiatives, thème de cette émission. Et c'est loin d'être fini. On votera prochainement sur les cornes des vaches. Puis ce sera le tour de 2 textes différents qui veulent limiter l'usage des pesticides et des antibiotiques. Enfin, depuis 2 mois, les défenseurs des animaux récoltent des signatures contre l'élevage intensif. Au total, depuis 2016, 8 initiatives populaires, c'est plus que pendant les 120 années précédentes pour défendre les paysans, les animaux ou notre assiette. Pourquoi une telle obsession? L'industrie agroalimentaire est-elle allée trop loin? Excellente question que pose Nicolas Rossi en conclusion. L'industrie agroalimentaire est-elle allée trop loin? Knut Schwander, vous nous avez rejoint. Merci d'être avec nous. J'ai dit vous êtes le responsable de Goemio en Suisse romande. S'il y en a un qui s'intéresse à ce que c'est que bien manger, c'est bien vous. Il y a toutes ces initiatives. On a vu, l'accumulation est impressionnante. Il y a aussi dans le débat public notre rapport à la terre, à l'environnement, à l'animal. On ne compte plus le nombre de gros titres consacrés au véganisme, à l'antispécisme, etc. Toute la place que prend ce qu'on mange et le contenu de nos ventres dans le débat public, c'est de nature à vous faire plaisir, à vous, non? Bien sûr, c'est passionnant parce qu'on voit que d'une part, il y a un intérêt pour la chose gastronomique au sens large et il y a toute une prise de conscience par rapport aux questions de qualité parce qu'en fait, il y a divers aspects. On a le prix, on a la qualité, on a le luxe. C'est toutes des notions qui sont à la fois interchangeables et pas toujours claires. Et je pense que tous ces débats apportent de la clarté là-dedans et révèlent une belle prise de conscience auprès du public, dans le public pour ce qu'ils mangent. Stéphane Montangero, merci de nous avoir rejoint vous aussi. Je l'ai dit, secrétaire général, bonsoir, de la Fédération Fourchette Verte Suisse, PS vaudois aussi. Le combat contre la malbouffe, c'est votre dada. Alors, dites-nous, je vais vous demander de décrypter en fait ce phénomène. Pourquoi est-ce que tout à coup, il y a 10 ans, personne n'en parlait, il y a 15 ans, personne n'en parlait, à part Fernand Cuche. Aujourd'hui, c'est le sujet majeur. Moi, je pense qu'effectivement, Fernand Cuche, ça fait quelques années qu'il en parle, mais ce n'est pas le seul. Et puis, je crois qu'il y a eu un certain nombre d'événements assez forts qui ont eu lieu. Moi, j'en ai 2 en tête. Le premier, c'est celui de la vache folle, à la fin des années 2000, où tout d'un coup, on s'est rendu compte de la manière dont les animaux étaient traités, mais surtout que ces animaux-là, on les mangeait. Et puis après, on s'est dit, tout est réglé, on nous a promis que tout était réglé, qu'il n'y aurait pas de problème. Et puis patatras, en 2013, on apprend que nos lasagnes au bœuf, en fait, c'est du cheval. C'est même pas du cheval, c'est du caninçon. Puis c'est du caninçon qui a été traité aux antibiotiques, qui contenait des tas de cochonneries dedans. Et là, il y a si vous n'aimez pas le caninçon aux antibiotiques, n'en dégoûtez pas les autres, s'il vous plaît. Je vous le laisserai très volontiers. Pour ma part, je préfère alors une viande, notamment bio, en petite quantité, pour avoir une assiette équilibrée. Non, ce qu'il y a vraiment eu là, c'est une rupture du lien de confiance entre le consommateur et puis l'industrie agroalimentaire. Et je crois que ce qui est important, c'est de pouvoir recréer ces liens de confiance. Ça peut se faire au travers de labels, ça peut se faire aussi au niveau des contrôles indispensables qu'il doit y avoir par rapport à cela. Mais quand on regarde, j'invite n'importe qui à aller regarder une étiquette dans un magasin puis d'essayer de comprendre ce qui se passe. À part si vous avez fait Bac+5 pour nos amis français, vous n'allez pas le comprendre. Et je crois que là, il y a des choses qu'on doit pouvoir simplifier. Notamment parce qu'on mange beaucoup trop salé, beaucoup trop sucré, beaucoup trop gras, et que cela, ça pourrait être réglé très simplement, par exemple avec un système d'ampoule, avec des feux, simplement orange, vert, rouge, pour savoir par rapport aux différents domaines que je viens d'évoquer. Mais cela, on n'en veut pas parce qu'on va nous dire qu'on nous fait de la bureaucratie ou quelque chose comme ça. Donc, je pense qu'il y a des solutions pragmatiques qui doivent avoir lieu, mais je pense surtout qu'il faut qu'on reconstruise le lien de confiance avec les consommateurs et un label comme le nôtre qui garantit une alimentation équilibrée, si employé au quotidien. J'aimerais profiter de l'antenne pour remercier les diététiciennes et diététiciens qui travaillent au jour le jour. Eh bien voilà, c'est fait. Ce que dit Stéphane Montangero est assez fort. Le lien de confiance a été rompu. Je sais pas pourquoi je dis toujours l'agrico. L'agroalimentaire est allé trop loin, Benoît Jeune-Camp. On n'a pas une mode, là, on a une lame de fond. Alors, moi, je suis fils de boulanger, donc j'ai un lien à la nourriture qui est très fort. Et puis j'ai la chance d'être dans un modèle un peu classique. Hein, je l'avoue, j'ai une femme qui est à la maison et qui cuisine.
Moi, peut-être que ces 2 épisodes que vous avez donnés ont marqué, mais je reste sur ce que j'ai dit au début de cette émission, et je crois qu'il ne faut pas essayer de faire peur à la population pour faire passer un objet électoral, c'est jamais bon. Ce qu'on a dans les assiettes en Suisse, ce qu'on a dans les magasins, est de bonne qualité. Je veux juste ici rassurer la population. Et à la fin, vous avez donné, à mon avis, la clé de cette question, et je suis d'accord avec vous. Mais il n'y a pas besoin de grandes ampoules à gauche et à droite. Les gens savent, la plupart des gens... Oui, mais alors, est-ce qu'on fait confiance en l'humain ou pas? Je veux juste dire qu'on mange trop de sel, dire qu'on mange trop gras, dire qu'on ferait mieux de manger des légumes frais de saison et un peu moins de viande. C'est un peu comme, aujourd'hui, les gens qui ne savent pas ça, c'est un peu comme ceux qui fumaient des cigarettes encore à la fin des années 80 et 90, quand ils pouvaient faire encore du tabac, de la publicité en disant que c'était bon, puis qui disaient, ouais, je me fais du bien avec ma Lucky Strike. Monsieur Junko, je m'excuse, mais il y a une relation directe entre le niveau de formation des personnes ça, c'est juste. et le fait qu'ils aient compris. Mais je ne suis pas sûr qu'avec vos étiquettes, vous allez régler cette question. Par ailleurs, il y a un combat de David contre Goliath. Moi, ici, je ne prends pas parti par rapport aux initiatives. Je représente une fédération qui fait de la promotion de la santé. Et vous parlez de l'agroalimentaire, ce qui n'est pas vraiment le thème. On m'a demandé de parler des tendances en termes d'alimentation par rapport à cela. Le combat de David contre Goliath, parce qu'une des questions qui m'était posée quand on a préparé l'émission, c'est de savoir pourquoi, quand on va ouvrir une énième grande surface de fast-food au beau milieu de Lausanne, tout le monde a les cireux. Ça, c'est un paradoxe. Mais simplement, sauf que c'est David contre Goliath par rapport aux budgets qui sont impartis. Moi, si j'avais depuis 10 ans le même budget marketing qu'un seul de tous ces grands acteurs de fast-food, je peux vous garantir que les comportements alimentaires, on pourrait faire quelque chose de égal, les gens différent. mangent KFC et fourchettes vertes indifféremment. Ça me paraît évident, parce que de toute façon, la puissance marketing des grands groupes alimentaires, on ne peut pas y échapper. En même temps, alors je salue des initiatives comme la vôtre. Je suis ravi aussi qu'un guide comme le Gomio, bien son site, le www.gomio.ch, mette en avant la qualité. Oui, non, mais c'est vrai. Mais mettre en avant la qualité. Vous avez quelque chose à vendre, n'hésitez pas, il reste 10 minutes. Évidemment, il faut. Mais quand même, mettre en avant la qualité et puis amène les gens à prendre conscience. Je pense que c'est quand même quelque chose de tout à fait essentiel de savoir ce qu'on mange. C'est fondamental, ça concerne tout le monde. Mais il y a un paradoxe. Contradictoire. Il y a un paradoxe auquel j'aimerais peut-être que je vais vous soumettre à vous, tiens, Céline Vara. Les dépenses des gens, les dépenses alimentaires des gens. On a repris les chiffres et c'est vrai que c'est assez vertigineux. 1945, 36% du budget des ménages est alloué à l'alimentation. Si on remonte à 1900, c'est 44%. 2015, dernier chiffre disponible, moins de 6%, moins de 7%. Est-ce que les Suisses, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont bipolaires, c'est-à-dire qu'ils nous disent ce que je mange est extraordinairement important, mais je ne veux pas y mettre le prix? Ils sont devenus beaucoup plus riches. Non. En pourcentage, c'est ça la grande différence. Il me semblait que la question m'était posée, mais... C'est juste, elle est posée à Céline Vara. Il me semblait qu'effectivement. Alors effectivement, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est juste, hein, vos chiffres sont justes, les Suisses consacrent une toute petite partie de leur budget à l'alimentation. Mais ça tend à penser que ce n'est pas très important. Non, pas du tout, c'est extrêmement important. Enfin, en témoignent les sondages aujourd'hui. Enfin, les gens se sentent extrêmement concernés par ce qu'il y a dans leur assiette et c'est normal qu'ils se sentent concernés par ce qu'il y a dans l'assiette. Les consommateurs aujourd'hui, vraiment, ils ont des attentes assez claires. Et en ce sens, ces initiatives, c'est aussi pour ça qu'elles ont beaucoup de succès. C'est aussi pour ça qu'elles ont beaucoup de succès, que l'électeur soit de gauche ou de droite, parce qu'il est vraiment extrêmement sensible à cette question-là. Et voilà, et de tous bords politiques, ces initiatives, pour l'instant, elles sont largement soutenues. Knut Fonder, rapidement. Que si on ajoute les dépenses au restaurant, on arrive à peu près 12 ou 13%. Voilà. Donc c'est quand même le poids est plus grand. Avec les boissons. Oui, mais ça reste 3 fois moins qu'il y a un demi-siècle. Il faut quand même faire juste une petite mise dans le contexte un peu mathématique. On parle de pourcent. On parle de pourcent, et vous comparez à la sortie de la guerre, ou vous comparez au début du XXe siècle. Les gens sont devenus beaucoup plus riches. Nous sommes dans une société dont le pouvoir d'achat par personne a explosé depuis ces périodes. Donc ça veut dire effectivement que les gens ont utilisé cet argent pour acheter d'autres choses. Voilà. Des vacances, des iPhones. Voilà. Mais l'iPhone est au moins aussi important que le contenu de l'assiette. C'est ce que j'essaie de vous faire dire. Il y a un point extrêmement important qu'il faut évoquer, et puis moi je pense que c'est important d'évoquer ce point en présence de professionnels finalement de l'alimentation, mais c'est la question vraiment du gaspillage. Aujourd'hui, il n'y a vraiment aucune norme suisse qui prévoit des mesures contre le gaspillage, contrairement à nos voisins, les Français, les Italiens, Malte, la Roumanie, qui ont pris des mesures qui ont d'ailleurs des effets vraiment extrêmement efficaces. Et puis je pense qu'il est temps vraiment aujourd'hui de prendre des mesures, parce qu'un tiers, ce chiffre, j'y croyais pas vraiment, un tiers de nos aliments aujourd'hui, ils sont
jetés. Céline Vara pour son premier infrarouge est drôlement habile puisque c'est un des arguments de l'initiative des Verts qu'elle défend. Donc elle nous reconvoque le débat sur l'initiative qui est une très bonne chose. Mais du coup, vous l'avez fait, Jean Bray, Jean-Hugues Busslinger. Est-ce que c'est pas un des atouts de cette initiative que d'adresser enfin, comme disent les Américains, la question du gaspillage et au moins de la mettre dans la loi, de dire Parlement, débrouillez-vous, faites-moi une loi d'application, mais saisissez-vous de la question du gaspillage. Je vois dans le gaspillage une sorte de sublimation d'un principe qui est cher aux Verts, qui est le principe de précaution. Parce que, par exemple, les dates limites de consommation qui induisent du gaspillage, parce que vous aurez des gens qui, regardant dans leur frigo, il a dépassé la date limite de consommation, on prend le yogourt, on le met à la poubelle, alors qu'il est vraisemblablement très bien. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on met des dates limites, des dates de péremption? Parce que, pour des raisons sanitaires, pour éviter tous les risques, pour le principe de précaution, on dit il faut surtout qu'il n'y ait pas de risque, donc je mets des dates relativement rapprochés. Alors qu'un peu de bon sens nous fait dire que si une boîte de conserve n'a pas commencé à fermenter, si un fromage n'est pas avec ne marche pas tout seul ou a des odeurs, c'est consommable. Il peut être très bon quand il marche tout seul, le fromage. Il y a une vraie marge de manœuvre. Et quelque part, on va trop loin. On va trop loin dans ces normes-là. Et ces deux initiatives iront encore plus vers plus de normes et donc auront des effets pervers, y compris le bon pour les sens plutôt que la norme. Fernand Cuche, je réponds sur le gaspillage. Les bêtises ici. Les dates limites. Certain que je dise les dates limites. Les dates limites, on peut rediscuter. On peut mettre 5-10 jours de plus pour les yogourts. C'est pas la phobie des Verts. Je sais pas, vous allez chercher ça. Citez-moi votre référence. Les Verts qui sont crispés sur les dates limites. C'est vous qui êtes crispés sur les Verts. Vous avez toujours le principe de précaution à la bouche lorsqu'il s'agit d'introduire de nouvelles normes, d'introduire de nouvelles barrières, y compris aux frontières. Le gaspillage. Et j'aimerais bien vous entendre les deux. Le gaspillage, il est notamment lié au fait que la grande distribution, elle a mesuré, elle a calculé la dimension moyenne de la bouche du consommateur moyen. Puis tout ce qui est plus petit, tout ce qui est plus grand, c'est loin, ça passe en jus ou c'est éliminé du marché. C'est les barquettes, on a standardisé, on est fou d'avoir fait ça. C'est une responsabilité vis-à-vis de la terre qui a été produite, vis-à-vis des paysans qui ont été produits. C'est une carotte qui part un peu à gauche ou un peu à droite, elle est virée de la sélection. Et là, il faudra qu'on intervienne. Et notamment l'initiative des Verts concernant le gaspillage peut faire avancer le fait qu'on ne va pas, dès le départ, gaspiller parce qu'il y a une petite tache ici, réponse, on est dedans dans un sujet politique sur le gaspillage, puis ensuite c'est beaucoup plus important que les dates limites que vous avez. Réponse sur le gaspillage. Benoît Jeunekamp ou Jean-Hugues Busslinger? Je réponds volontiers sur cette question parce qu'elle me paraît assez centrale. En fait, le pouvoir de maîtriser cette question, il est auprès de l'individu qui consomme. On est dans une société d'abondance et donc on est dans une société qui jette beaucoup. L'exemple que vous me donnez, M. Cuche, me paraît déterminant. On dit on aimerait plus de bio et vous pouvez parler à n'importe quel vendeur sur les marchés. Je vais tous les dimanches à Plein Palais, vous pouvez leur parler. Le consommateur, en fait, quand vous lui donnez le choix entre une pomme bien verte, sans défaut, ou une pomme qui a le moins de défauts, la très grande majorité, en fait, ils sélectionnent la pomme sans défaut. En fait, on a aujourd'hui, c'est peut-être revenir à votre sujet, on a un problème d'éducation. Ce n'est pas la grande distribution le problème. Alors certes, elle a des difficultés et certes, elle-même jette beaucoup. Peut-être, mais les gens les ont acceptés, ils les ont encouragés. Ils n'ont pas le choix. Et bien sûr qu'ils ont le choix aujourd'hui. Ils peuvent aller acheter des millions de publicités pour conditionner le consommateur. Les paniers de proximité, ils existent. Les gens peuvent faire appel à ça. Simplement, ils sont devenus... Alors peut-être que c'est trop tard, peut-être que leur cerveau a été totalement modifié, mais quand on leur offre le choix entre un beau fruit bien vert, bien poliché, et un fruit un peu rabougri parce qu'il a eu moins de protection, eh ben ils vont prendre le fruit. Je vais devoir conclure puisqu'on arrive au terme de cet événement. Mais je vous vois triste comme ça, vous démontez Stéphane Montangiro, mais l'horloge est impitoyable. Non mais deux choses rapidement. La première est effectivement une question d'éducation. La deuxième, il y a un marché qui est en train de se faire pour les produits du deuxième jour, notamment boulangerie par rapport à vos parents. La troisième chose, il y a vraiment quelque chose qu'il faut faire. C'est une guerre par rapport à la publicité. Parce que cette publicité, moi j'ai eu le bonheur pendant un mois de ne plus avoir la télévision. Puis tout d'un coup j'ai eu la publicité. Je ne sais pas combien de pubs j'ai eu pour me vendre des barres chocolatées avec du lait, sans lait, avec des noisettes, avec des trucs. Tous les trucs qui sont au final aussi avec de l'huile de palme ou à peu près. Ouais, c'est une bonne question. C'était pour voir un débat intéressant comme ça où j'espère. On a entendu le message sur la publicité. Pour répondre, est-ce que dans 20 ans,
la publicité pour la pâte à tartiner à l'huile de palme, tous les exemples de malbouffe qu'on a, la standardisation de la barquette, etc. Est-ce que dans 20 ans, on en rigolera? Est-ce que ça aura vécu? Je crains qu'on n'en rigole toujours pas parce qu'il y a quand même une force énorme là-dedans. Par contre, je salue au passage quand même les efforts que font beaucoup de restaurateurs, puisque c'est un petit peu ceux-là que je connais bien, c'est le domaine que je connais le mieux, qui font des efforts extraordinaires pour utiliser des produits du terroir, pour les valoriser, pour faire de la grande gastronomie, de grand luxe, avec des produits qui sont d'ici. Il n'y a pas besoin de faire venir toujours du caviar ou du homard. Et je trouve ça remarquable. En tout cas, ce qui est encourageant, on arrive au terme de cette émission, c'est que quand on parle plus des textes en particulier, mais des grands principes, vous êtes finalement relativement d'accord les uns avec les autres sur le fond. On a la réponse au fact-checking qu'on a sollicité tout à l'heure. Jean-Hugues Buchlinger, je suis désolé pour vous. Vous allez avoir le bonnet d'âne, puisque l'interdiction des importations, ça n'est pas des denrées qui ne sont pas justes, ça n'est pas dans le texte d'aliments équitables, c'est dans le texte de souveraineté alimentaire. Un mauvais point pour terminer cette émission. Ça ne m'empêchera pas de voter non aux 2 initiatives. Ça n'empêchera pas de voter non. Je vous remercie tous les 6 d'avoir participé à ce débat passionnant qui nous a donné un petit peu faim, vous, je ne sais pas, chez vous. Merci en tout cas de nous avoir suivis à la télévision ou sur les tablettes. Je vous retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour un débat d'Infrarouge. D'ici là, vous passez une excellente soirée. Bon appétit sur l'RTS.